des pays chrétiens, c'est des pays, voilà, disons laïques. Donc, et si tu leur dis, par exemple, oui, bah, si tu leur dis, bah, vous devez alors, pour qu'il y ait principe de réciprocité, vous devez mettre la démocratie dans vos pays, ils vont te dire, oui, on est tous déjà des régimes démocratiques, tu vois. L'Algérie est un régime, entre guillemets, démocratique, la Tunisie, etc., etc. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Mais pourtant, dans ces pays-là, ils vont tous mettre la religion islamique au-dessus de toutes les autres religions. Tu vois ce que je veux dire ou pas, Régulus? Bien sûr, parce que Tu vois? l'islam reste quand même la religion d'État dans tous les pays musulmans. Voilà, et c'est ça C'est qui, et c'est ça constitutionnel. justement. Et justement, pourquoi est-ce que les pays musulmans ont fait ça? Et ils ont eu raison de le faire selon leur point de vue, parce qu'ils ont voulu protéger leur religion. Ils l'ont protégée. C'est ça. Ne pas mettre les religions sur un même pied d'égalité, c'est protéger sa propre religion, en fait. C'est la protéger. Et par exemple, on le voit en Russie. En Russie, la religion officielle de l'État, c'est l'orthodoxie. Même s'il y a des musulmans en Russie, mais la Russie, par exemple, ne met pas sur un même pied d'égalité toutes les religions. Et pourtant, ça fonctionne. Bon, je suis pas allé en Russie, j'ai jamais vécu là-bas, donc je peux pas donner un avis objectif de la situation en Russie, mais ça se passe plus ou moins bien. Et en fait, bon, après, il y a aussi un régime assez despotique, disons, qui permet aussi que tout se passe bien, tu vois. Il y a un régime qui est... Voilà, c'est la Russie, c'est pas la France, tu vois ce que je veux dire? Euh, donc voilà. Mais voilà, donc, moi je pense que ça a été quand même une erreur de mettre toutes les religions sur un même pied d'égalité. Peut-être qu'en France, ils auraient dû mettre symboliquement la religion catholique, même si voilà, il reste qu'un substrat catholique en France, hein. La religion catholique, elle est plus du tout puissante en France. Mais symboliquement, pour le respect de l'histoire, pour le respect de la culture, parce que la France, elle doit quand même beaucoup au catholicisme, elle aurait dû mettre sur un piédestal cette religion-là. Tu vois? Moi, je pense que ça a été comme une grave erreur que de mettre toutes les religions sur un même pied d'égalité. Oui, après, en fait, toi, tu as des reproches à faire à la laïcité, en fait, telle qu'elle a été conçue en France, ou comprise en France et acceptée en France. C'est ça que tu veux dire? Bah, regarde, je te donne un simple exemple, et ça, je l'avais déjà Parce posé que, cette question à parce des que gens. la Hmm. laïcité, c'est le principe qui fait en sorte que l'État est neutre face à toutes les religions, christianisme confondu, et Et ne pas lui justement, donner un c'est une privilège. erreur. C'est une erreur. Regarde, j'ai posé la dernière fois une question sur un live, etc., et j'ai jamais eu de réponse. Jamais eu de réponse. Admettons maintenant que par le principe de laïcité, donc disons que toutes les religions sont à égalité, etc., admettons que dans un scénario catastrophe, ça amène à ce que la majorité de la population française, de souche, je parle bien de souche, hein, je ne parle pas de la population étrangère, mais disons que par ce biais-là, qui est la laïcité, la majorité des Français, dans un scénario catastrophe, hein, je dis bien, que la majorité de la population française se convertisse à l'islam. Ils deviennent tous musulmans. Donc là, on peut plus leur reprocher, pardon, d'être voilà, d'être des étrangers, etc. Mais en fait, ça voudrait dire que le peuple français deviendrait lui-même ennemi de sa propre civilisation. Donc comment est-ce qu'on résout ce paradoxe-là? Imagine demain que dans un scénario catastrophe, la majorité des Français, ils deviennent tous musulmans et qu'ils veulent tous abolir le système. Est-ce qu'ils seraient légitimes ou pas à pouvoir le faire? Allô? Vas-y, développe. Ah, c'est Bah, tout. en fait, non, non, et du coup, ce que je disais, c'est que voilà, le fait de ne pas prioriser une religion sur une autre et de pas prendre voilà l'histoire en compte, etc., ça peut amener, bon, je dis pas, j'ai pris l'exemple d'un scénario de catastrophe, j'ai exagéré. Admettons que demain, la majorité des Français décident de se convertir à l'islam, qui deviennent tous français musulmans de souche et qui décident tous d'imposer l'islam en France. Bah, Oui. eh ben, ça serait paradoxal parce que la laïcité, elle aurait permis la destruction de la laïcité. Tu vois ce que je veux dire? La liberté de Moi, conscience aurait, ok. aurait permis l'absence de liberté de conscience. En Je fait, on vais, arriverait à des paradoxes. oui, 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 attends, je vais essayer de t'orienter vers quelque chose de parallèle, mais qui est en lien. Comment, dans ton scénario fictif, parce qu'il faut être précis, quand on s'imagine des exercices de pensée, faut essayer d'être le plus précis possible pour se rapprocher de la réalité alternative.
Voilà, parce que là, tu proposes un scénario futuriste alternatif à celui qui est en train de se mettre en place pour l'instant, parce que pour l'instant, on ne prévoit pas de changement radical de point de vue politique. En tout cas, pas vers l'islamisation au complet de la France. En tout cas, comment? Pour toi, c'est à travers les urnes ou à travers la force qui aurait ça? Non, non, je disais pas. Oui, Non, non, je parle pas à travers les urnes ou à travers la force. Je dis, admettons que la majorité de la population. Là, on parle bien d'un scénario de catastrophe, hein. On oui, exagère, c'est un exercice mais de pensée. comme, Ouais. Admettons que. mais Comment. comment? Regarde. Non, par la conversion. Donc, admettons, demain, la Oui, mais majorité des Français, mais en, ils décident de se convertir. Et qu'après, ils décidaient par la par voie les des urnes ou urnes, par la force? Voilà, merci. par C'est les tout, c'est urnes ou tout. pas. C'est tout. Attends. Vas-y. Ouais. Là, je peux te répondre. Donc, si c'est par les urnes, c'est pas la laïcité qui leur aurait permis d'arriver au pouvoir. C'est la démocratie. Et oui, c'est là où Oui. tu te prends. Non, Ah non, oui, justement, ah oui, c'est Régulus. pas pareil. C'est pas Non, mais pareil. Régulus, C'est la attends, Régulus. démocratie qui Attends. permet. Non. Attends. Par Désolé. exemple, en Algérie, le fils n'a pas y passer au pouvoir à cause de la démocratie, pas à cause de la laïcité. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Alors, C'est la justement. démocratie qui permet à des régimes islamistes de passer au pouvoir si elles en ont la capacité. C'est pas la Alors, laïcité. Désolé. alors là, justement, je suis pas d'accord avec toi. Pourquoi? Parce que certes, c'est par le moyen, c'est la démocratie qui permettrait justement que le système tombe. C'est par voie démocratique. Par contre, ce qui aurait influencé le choix des musulmans et qui leur aurait permis de devenir musulmans, c'est la laïcité. Donc c'est la laïcité qui aurait influencé leur choix de vouloir abolir la démocratie. Tu Mais vois ce je que t'ai je veux donné dire? l'exemple de l'Algérie. Il n'y avait pas de laïcité en Algérie. Pourtant, le fils a failli passer. Comment t'expliques ça, par Oui, exemple? oui, oui, mais justement parce que la population était déjà musulmane. C'est-à-dire que pas la laïcité, elle permet de mettre toutes les religions à égalité. Tu vois ce que je veux dire? Elle permet, si tu veux, aux musulmans d'avoir les mêmes droits que des chrétiens, des juifs, etc. Tu vois, elle leur permet d'avoir les mêmes droits. Donc, au nom de ces droits-là, ces droits que, bah, parce que la laïcité, ça concerne plus, si tu veux, la liberté de conscience, tu vois, ça concerne tout ça, la liberté de culte, etc. Tu vois ce que je veux dire? Donc, la laïcité, elle aurait permis la pérennisation de l'islam en France, et par cette pérennisation de l'islam en France, les musulmans pourraient avoir justement un poids électoral qui leur permettrait de faire basculer la démocratie. Donc, tu vois, quelque part, c'est Non. lié. C'est la démocratie qui permet de faire basculer la démocratie. Je suis désolé encore une fois. La démocratie, dans sa forme la plus totale, on va dire, la Mhm. moins restrictive possible, permet à des partis religieux, ça peut être des chrétiens, ça peut être même des Mhm. juifs ou autres, de participer au jeu démocratique, voilà, donc de pouvoir s'élire, de pouvoir entrer dans le Parlement, etc., en tant que parti politique religieux. Et ça, on le connaît notamment dans beaucoup de pays arabes qui ont choisi ce terrain-là, comme la Tunisie, etc. Et donc, par conséquent, qu'est-ce que ça permet? Ça permet un renversement par les urnes d'un régime politique t'as compris, semi-laïque, voilà, parce que on n'est pas dans des théocraties dans les pays arabes actuels. Même dans les pays arabes qui appliquent le plus l'islam, c'est pas totalement une théocratie, comme l'Arabie Saoudite, Mhm. par exemple de renverser les choses. Voilà, l'ordre établi qu'on connaissait avant. Et en fait, toi, t'es en train de dire quoi? T'es en train de dire que la laïcité, c'est un outil qui va permettre à l'islam de faire, en tout cas sous sa forme politique bien sûr, de faire jeu égal avec toutes les autres possibilités offertes politiquement, que ce soit les Alors, communistes, soit les... C'est ça que tu es en c'est train pas de dire. ça. C'est pas ça. C'est pas. Je suis allé sur le site de la République française pour avoir la définition exacte de la laïcité. Donc, je vais Mhm. juste dire pour qu'on se mette d'accord. La laïcité est un principe inscrit dans la Constitution. Elle garantit la liberté de conscience, l'égalité de tous Mhm. les citoyens, quelle que soit leur croyance, la neutralité de l'État, des religions et de l'exercice des cultes. Donc, bon, donc moi, ce que je disais, c'est que cette laïcité, en fait, de par le fait qu'elle met toutes les religions à égalité, permet aux musulmans de devenir, si tu veux, une sorte de vecteur idéologique. C'est-à-dire qu'elle permet à l'islam de s'implanter à égalité avec toutes les autres religions, indépendamment de l'histoire, etc. Donc, un, un- si tu veux, une sorte de légitimité pour se répandre dans la société, de sorte à ce que
dans un scénario catastrophe, la majorité des Français deviennent musulmans, et par le fait qu'ils soient majoritaires, et ben, par voie électorale, donc là on coupe l'influence de la laïcité, donc tu vois, et en fait, et après, une fois qu'ils sont tous devenus musulmans, ils utilisent les voies démocratiques pour abolir la démocratie. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Parce que Oui, la démocratie, elle vient pas s'ingérer dans la liberté de culte, dans le fait de mettre toutes les religions à égalité. On est d'accord. Pas de ça. oui, c'est la laïcité. C'est ça ce que je te dis. La laïcité, c'est C'est la un outil laïcité. de, en gros, la laïcité neutralise et la démocratie ouvre la porte. Voilà, c'est ça ce qu'on dit. Ce que je te Voilà, dis. donc ça, donc la laïcité, elle permet aux musulmans. Regarde, c'est très simple. C'est comme si on était dans une course de d'athlétisme, tu vois, t'es sur la ligne de départ, et en fait, à la base, le christianisme a une longueur d'avance. Mais la laïcité vient, c'est un peu l'arbitre qui vient et qui dit non, 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 reviens en arrière, reviens au même niveau que le joueur, le coureur musulman, comme ça vous prenez un même point de Derrière. départ. C'est un peu ça que tu Régulus, dis ouais, au final. non, pour te donner un exemple très concret. Non, mais j'essaye Dans les de pays, ouais, schématiser dans ta tête comment tu te représentes les choses. regarde, moi, regarde, Du coup, comment on présente les choses. Regarde. forcément, les partis musulmans Ouais. ont les mêmes chances d'influencer le terrain que les partis Non. chrétiens, au final. Justement, regarde, je te donne un Mhm. exemple. On reproche aux pays musulmans, on leur reproche leur d'égalitarisme. On leur dit, vous, dans votre pays, vous construisez pas, enfin, vous permettez pas la construction d'églises, voilà, vous mettez pas toutes les religions à égalité, puisque vous mettez la religion islamique au-dessus de toutes les autres religions. Et en fait, de par ce système-là qu'ils ont dans les pays musulmans, ils permettent justement à l'islam d'être toujours en pôle position. C'est-à-dire qu'ils empêchent à toutes les autres religions une expression, une visibilité dans la rue qui permettrait justement à la population de se convertir à d'autres religions. Parce que si toi demain, par exemple en Algérie, je prends le cas de l'Algérie. L'Algérie est un pays dit musulman, donc ils mettent l'islam en tant que religion, et de par ce fait-là, ils mettent toutes les autres religions en infériorité, tu vois. Ils les mettent toutes en infériorité, et du coup, ils ne permettent pas le libre exercice des cultes. Donc ça veut dire qu'un musulman algérien qui voudrait se convertir au christianisme, bah, il le peut très difficilement. Et de par ce biais-là, ils empêchent la propagation d'autres religions dans leur société. Et moi, ce que je dis, c'est qu'en France, de par le système de laïcité, en mettant toutes les religions à égalité, y compris l'islam, il y a une énorme erreur parce qu'ils permettent le libre exercice des cultes, et dans le libre exercice des cultes, il y a une forme de prosélytisme. Le prosélytisme, il vient se placer là quelque part, parce que quand tu construis des mosquées, quand tu permets la libre expression des cultes, même par exemple, voilà, c'est une forme de message qu'on envoie aussi au sein de la population. Du coup, il y a des gens par ce biais-là qui se convertissent. Voilà, tu vois, tu as du prosélytisme, alors que dans les pays musulmans, comme l'islam est une religion d'État, tu n'as pas le droit de faire du prosélytisme, parce que toutes les religions ne sont pas à égalité, tu vois. Et c'est ça en fait. Et je disais que de par la laïcité, on permet un égalitarisme, justement, on permet on permet l'implantation d'un égalitarisme donc, qui permettrait aux musulmans dans un scénario catastrophe de devenir majoritaires et ensuite d'avoir un poids politique dans les élections. Par exemple, en votant pour je sais pas, un premier ministre musulman comme en Grande-Bretagne, tu vois. C'est exactement ce que j'ai dit avec l'exemple des coureurs, en fait. C'est juste, t'as voulu développer un peu plus. Mm. Mais en fait, moi, j'aime bien simplifier pour les gens qui nous écoutent. Et j'aime pas complexifier une pensée inutilement qui n'a pas besoin d'être complexifiée. T'es en train Oui, de dire que la laïcité est un outil politique qui a été voté en 1905, qui consistait à séparer le pouvoir politique du pouvoir religieux, cas de ce qu'était le pouvoir religieux à cette époque, parce qu'il s'est bien amoindri avec le temps, et par conséquent, avec l'arrivée de nouvelles religions, notamment l'islam, et de communautés religieuses, incarnées par différentes groupes, on va dire, extra européennes, ou même européens d'ailleurs, parce que si on prend les Turcs et les Tchétchènes et qu'on considère qu'ils font partie de l'Europe continentale, même si c'est pas de l'Union européenne, sont quand même musulmans. Et donc à partir de ce moment-là, ils forment une sorte de nouvelle tendance religio-politique qui peut influencer aussi les Français dans leur vision légale, morale et politique. Et donc tu es en train de dire que l'avance
religio-culturel qu'avait le christianisme depuis des siècles a totalement été effacé, balayé par la laïcité. Parce qu'encore une fois, la laïcité est un outil de neutralisation. Voilà, des religions ou du pouvoir religieux sur l'instance politique. Et c'est ce que je suis en train de te dire. Je suis en train de te dire que, mais au final, ce qui permet aux partis religieux d'accéder au pouvoir, c'est pas la laïcité, c'est la démocratie. En France, on ne permet pas à des partis religieux d'accéder au pouvoir. Voilà. Donc, on a protégé, on va dire, la République française d'être renversée politiquement par des partis religieux. Et si Ok, on avait Régulus. étendu la démocratie plus loin, là on aurait été dans la merde. Donc je vois pas le Régulus, rapport mais avec la laïcité ici. Oui. admettons qu'ils utilisent le moyen de la... On met la démocratie de côté, ok? Disons que, voilà, bon, par voie démocratique, disons que la démocratie, elle est assez sécurisée pour que, justement, voilà, pour pas qu'il y ait de problèmes, etc. Attends, Mais, attends, admettons, rapidement. Je sais où tu veux en venir, mais donc tu vas pas oublier. Mais pourquoi je t'ai parlé de démocratie? C'est par rapport aux commentaires là que j'ai affiché sur le tableau. Si on aurait mis la religion musulmane en dessous des autres, comme toi tu aurais voulu que ça se passe, on aurait affaibli la démocratie. En fait, c'est ça le problème, c'est que nous, qu'est-ce qu'on veut pour ce pays? Si on veut que la France soit une démocratie, on peut pas se permettre de mettre une religion en dessous d'une autre, en fait. T'as compris? Ce serait antidémocratique. Et anti-laïque aussi, d'ailleurs. hum, oui, après, c'est vrai que ça pose ce problème. Bon, C'est tout. comme pas de, comme je disais tout à l'heure, enfin, ça paraît un peu violent comme ça, mais enfin, c'est la phrase de Saint-Just qui dit pas de liberté aux ennemis de la liberté, pas de démocratie aux ennemis de la démocratie. Comment est-ce que je pourrais donner, comment est-ce que je pourrais donner des droits démocratiques à des gens qui veulent l'abolition de la démocratie? Ça n'a absolument aucun sens. Mal, Déjà, mal- pour Moi, je peux te comprendre. Malheureusement, c'est comme ça que fonctionne la démocratie. Même si, en donc gros, ça veut dire on on peut donne des donner droits des droits. démocratiques à des gens qui pourraient abolir la démocratie. Mais oui, Ah, on oui, ça donne des fonctionne droits comme ça, démocratiques oui. à des gens qui veulent détruire la démocratie. Oui, oui. C'est comme ça que ça fonctionne, malheureusement, que tu le veuilles ou non. C'est comme ça que ça fonctionne. Oui. Ah, là, je te parle de la démocratie en principe. Mais heureusement, par exemple, en France, ça se fait pas. Voilà. Parce on empêche justement les partis religieux qui pourraient abolir la démocratie de passer au pouvoir. Voilà. Tu comprends? Ouais, C'est je ça le truc, comprends. en fait. C'est pour ça que la démocratie toute seule a des failles, politiquement parlant, et que la laïcité, en fonction du modèle que tu choisis, peut être plus ou moins efficace ou non. Parce que je suis désolé, est-ce que toi, t'aurais voulu qu'on ait une laïcité à l'anglaise, par exemple? Comme- j'ai bien entendu, désolé. T'as dit quoi? Est-ce que tu aurais voulu qu'on ait une laïcité à l'anglaise, à l'anglo-saxonne, qui aurait Hmm, nourri le communautarisme, et on serait un peu comme ce qu'on connaît aujourd'hui avec alors, Londres, voilà. Même la Belgique, ah, on a tendance à croire elle est française en termes de laïcité, alors que pas du tout. Les Anglais se rapprochent plus des Anglo-Saxons en termes de pratique dans la laïcité. Vas-y, vas-y. moi, je suis pas pour la laïcité à l'anglaise. Je suis contre. Parce que franchement, vivre au Londonistan, ça m'intéresse pas trop. Mais oui, oui. Après, on voit bien que même en France, même si on n'a pas si on pratique pas la laïcité à l'anglaise, on voit bien qu'il y a quand même du communautarisme. Ça aussi le paradoxe, tu vois. C'est que même si tu utilises une autre forme de laïcité, bah, le communautarisme, il s'implante quand même. Parce que, parce que voilà, c'est quand même, après, c'est un phénomène anthropologique, tu vois. Les êtres humains, ils se ressemblent en communauté entre personnes qui... Non, ça a coupé, hein. Ouais, mon micro a coupé. Donc, tu vois, c'est un peu... Ça, je pense que c'est humain, tu vois. Les gens se rassemblent en communauté. Voilà, parce que voilà, en communauté, les gens partagent à peu près les mêmes valeurs, la même culture, etc. Donc ça, c'est plus humain qu'autre chose. Mais après, en ce qui concerne la religion, non, en Angleterre, c'est catastrophique. Il y a des groupes qui sortent avec des drapeaux charia for UK. Non, non, tu vois, il y a un problème là. Et franchement, je sais pas comment venir l'Angleterre, mais ça s'annonce très mal. Tu vois ce que je veux dire? Euh, Oui, bien on sûr. voit bien que leur,
leur laïcité à eux, elle crée des tensions. Ça peut même possiblement mener vers des guerres intra-communautaires, etc. Donc c'est pas du tout intéressant, tu vois. Après, est-ce que peut-être, après bon, je dis ça avec des pincettes, hein, entre guillemets, est-ce que peut-être c'est l'expression de l'échec des systèmes démocratiques? Est-ce que peut-être que tout ce qu'on observe en Europe, est-ce que ça prouve pas quelque part que le système démocratique ou que la laïcité, disons, en fait, bah, ne fonctionne pas? Est-ce que c'est pas l'expression d'un échec quelque part? En fait, moi personnellement, je pense pas que les systèmes démocratiques sont en échec, puisqu'ils ils tiennent toujours. Pour moi, pour parler d'échec, faut quasiment parler d'un renversement, d'un changement de république. Par exemple, on serait passé à la sixième république ou autre, qui ne serait plus démocratique d'ailleurs, par exemple. Non, pour moi, la démocratie tient toujours, mais elle est en train de s'affaiblir. En tout cas, la démocratie telle qu'on la connaît en France, puisqu'elle a plusieurs formes, évidemment, dans les pays arabo-musulmans, par exemple, elle va pas être de la même manière, exercée de la même manière qu'en France ou dans d'autres pays européens ou même anglo-saxons. Mais après, le vrai problème pour moi, je te le dis, c'est la notion d'identité. Et on va toujours revenir à ça. Et l'identité inclut la culture. En fait, il y a un débat. Regarde, il y a un débat. Et moi, j'aimerais avoir ton avis. Ok. Est-ce que pour toi, l'identité, c'est l'ensemble des éléments qui nous identifient, qui sont non changeants, donc qui sont invariants, qui sont constants, ou est-ce que dans l'identité, il peut y avoir des notions qui sont variables, changeantes, ou pas? Oui, oui, il peut y avoir, bien sûr, il y a des versions, il y a des, c'est quoi le mot que tu as utilisé, désolé? Variables, constants, Oui, bien sûr, invariables. il y a des variables, bien évidemment. À l'époque, les Européens n'avaient pas pour religion le christianisme, et le christianisme est devenu une expression de leur identité. Donc, bien sûr, il y a des variables. Après, il y a des choses qui viennent s'ajouter. Tu vois, par exemple, si on prend l'Europe, l'identité gréco-romaine, elle n'a jamais vraiment disparu. Et d'ailleurs, pourquoi est-ce qu'elle n'a pas disparu? Parce que le christianisme n'est pas une religion qui a pour but d'effacer les identités. Tu vois, c'est aussi à cause de la nature même du christianisme que l'identité gréco-romaine a continué à exister, a continué en partie à façonner l'Occident à travers le christianisme, tu vois. Donc oui, donc moi pour moi il y a des choses qui ne changent pas. Parmi ces choses qui ne changent pas, bah, disons, je vais peut-être utiliser un terme qui est un peu délicat, mais c'est le peuple en hum, une condition, une forme de l'identité. Moi, ça passe aussi par une condition biologique, je dirais. On a besoin de voir en l'autre une personne qui nous ressemble biologiquement, etc. C'est bon, je ne vais pas utiliser des termes parce que bon, je suis pas forcément. Mais c'est comme si, par exemple, moi, en tant que maghrébin, on m'envoyait en Chine, je me sentirais pas. Tu vois ce que je veux dire? Dans mon identité, il y a aussi, j'ai besoin de voir en l'autre une personne qui me ressemble. Tu vois ce que je veux dire ou pas, Régulus? Donc, il y a l'identité. Dans l'identité, on peut, Ouais, vas-y, oui, on peut vas-y, y vas-y. mettre la condition biologique, on y met la culture, on peut y mettre la religion, on peut y mettre, voilà. Pour moi, c'est ça en fait. La civilisation, Je, c'est juste je une vais, culture oui, qui a oui, bien sûr. vieilli. Voilà, c'est ça. Je vais te donner mon avis. Contrairement à certains, avant j'étais de cette position-là et j'ai fini par changer d'avis. Avant, je pensais que l'identité, c'était tout ce qui regroupait des éléments, des paramètres, des critères constants rattachés à un humain ou à un groupe humain d'ailleurs, voilà, ou à une Mhm. nation, que sais-je. Je pensais qu'en gros, ce qui faisait l'identité, ça devait forcément ne pas devoir changer, justement. En gros, c'est ce qui reste identique. Voilà, bah, je Mhm. m'appuie sur ça. Et ensuite, à force voilà, à force de vivre, à force de lire, à force de me documenter, d'étudier, de chercher, de discuter, d'échanger, j'ai fini par comprendre que ce n'était pas si simple que ça. Pour moi, dans l'identité, il peut y avoir ce qu'on appelle des invariants, voilà. Comme tu as dit, par exemple, le pays où tu es né, ton ascendance. Donc ça, c'est invariant. Tu vas pas changer l'endroit où tu es né. Tu vas pas changer la date de naissance. Tu vas pas changer l'origine de tes parents. Bah, tu peux pas changer. Bah, tu vas pas changer ta génétique, par exemple, aussi.
Voilà, qu'on le veuille ou non, tu vas pas changer tes chromosomes, par exemple. Bon, donc tout ça, ça fait partie des invariants. Par contre, donc c'est ce que j'appelle moi l'identité subie. Voilà, tu l'as subi, t'es né. En gros, c'est rattaché à toi que tu le veuilles ou non. Voilà. Ensuite, il y a l'identité choisie. Et il y a beaucoup de gens qui comprennent pas cette notion d'identité choisie, qui, selon certains, est supérieure à l'identité subie. C'est ça qu'il y a certaines personnes qui naissent, par exemple, dans des cultures qui sont complètement différentes et éloignées des cultures rattachées à l'islam, mais qui finissent par y adhérer, ce qu'on appelle la conversion d'ailleurs, et y adhérer pleinement et avoir ce qu'on appelle le fameux zèle du converti à vouloir rendre tout le monde musulman. Ben, je vais parler de ça parce que je connais, à vouloir être plus musulman que le musulman de naissance, etc., etc. Donc, il y a cette notion d'identité choisie qui, elle, du coup, peut varier forcément, parce qu'on peut apostasier. On connaît tous des Mhm. apostats convertis qui ont été musulmans, qui ont apostasié, et qui, pour moi, est une identité aussi valable, valide et acceptable que l'identité se subit. Voilà. Et ça, pour le comprendre, franchement, j'ai l'impression que beaucoup de gens galèrent à l'accepter. Mais oui, 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 l'identité peut être choisie. L'identité peut varier, je suis désolé. Et c'est ça qui fait que il y a beaucoup de gens qui ont du mal à accepter que, par exemple, le voile soit un élément identitaire ou un marqueur identitaire pour certaines jeunes filles ou femmes en général. Vas-y, je Mhm. t'écoute. C'est une forme de retour à une forme de cogito. Je pense, donc je suis puisque je pense. Donc il y a des personnes effectivement qui définissent leur identité à partir de ce qu'ils pensent. Comme bah, par exemple le converti, en fait, il est l'exemple même de la désintégration ou de l'assimilation, mais à l'envers. C'est-à-dire, tu vois, il devient arabe, il adopte les coutumes arabes, il se prend pour un arabe alors que et voilà, il définit son identité à partir de ce qu'il pense. Ça, c'est vrai. Mais après, je pense qu'aussi l'identité, elle peut être ignorée. Parce que depuis 2007, etc., moi, il y a cette question qui me interroge. Parce que en France, on s'est quand même posé la question de l'identité nationale. Alors que la France est un pays, très ancien, tu vois, qui a une grande culture, etc. Comment est-ce qu'un peuple comme le peuple français peut être amené à se poser des questions sur sa propre identité? Ça en dit quand même beaucoup. Que l'identité, elle peut être subie, elle peut être choisie, et elle peut être ignorée aussi. Il y a des gens qui ne savent pas ce qu'ils sont. Ils le savent plus, du moins. Oubliés, ou voilà, où il y a des phénomènes qui peuvent le remettre en question, etc. Tu vois ce que je veux dire? Donc, oui, et oui, moi je suis d'accord avec toi. L'identité, elle peut être définie à partir de la pensée. Donc ça, c'est Bah très oui. vrai. Le problème, c'est que beaucoup de gens n'acceptent pas ça. Et tant qu'on n'a pas accepté cette vérité qui est sociologique, parce que il y a ce qu'on appelle des communautés qui sont sociologiquement récentes, par exemple les véganes. Est-ce qu'il y avait des communautés véganes il y a 2 siècles, il y a un siècle? Je pense pas, hein. Il devait y avoir des végétariens ou des végétaliens qui ont existé historiquement parlant, donc des gens qui ont arrêté de consommer de la viande. Il y a même eu, je pense, des mouvements chrétiens comme ça, non? Je pense, de mémoire, qui ont arrêté de Oui, consommer de la viande. J'ai oui, il y oublié en a. que, ouais, ouais, il y en avait. Voilà. Mais c'était toujours relié à, tu sais, donc à un aspect religieux d'ailleurs. Voilà. Parce qu'en fait, derrière, il y a un truc qui me fait rire, c'est la notion métaphysique. Il y a beaucoup de gens qui considèrent que la métaphysique, c'est de la merde, c'est irrationnel, c'est illogique, ça sert à rien de faire de la métaphysique. Moi, je trouve que ces personnes-là ne connaissent rien à la métaphysique. Je suis désolé, mais pour tous ceux qui ont lu des livres traitant de la métaphysique, je vous parle de livres très élaborés, du Thomas d'Aquin, etc. C'est pas des livres de pacotille euh, de quelqu'un qui se prétend avoir étudié rapidement quelques textes religieux et qui dit c'est bon, Allah existe ou Jésus est Dieu. Non, je parle de grands théologiens, de grands philosophes qui ont développé des concepts métaphysiques extraordinaires, comme Saint Augustin avec le temps. La notion du temps telle qu'élaborée par Saint Augustin, elle est incroyable. Voilà, je vous invite vraiment à aller vous documenter sur ça. Et du coup, pour moi, la métaphysique fonde la morale. Voilà, à travers ce qu'on appelle la métaéthique. Avoir une position métaéthique, c'est aussi avoir une position métaphysique.
Voilà. C'est au-delà de toute existence matérielle, concevoir ce qui relève de l'ordre du bien et de l'ordre du faux, enfin du faux, du mauvais, excusez-moi. Je m'embrouille, parce qu'il y a différentes catégories logiques. Le faux et le vrai relèvent, eux, justement, de la notion de vérité mathématique, logique, alors que de l'autre côté, pour les catégories logiques liées à la morale, eux, ou philosophiques plutôt liées à la morale, eux sont liés au bon et au mauvais, au bien et au mal, si on veut. Donc à partir de ce moment-là, moi je considère vraiment que il faut se réapproprier toute cette pensée qu'on a héritée de nos ancêtres, que ce soit des ancêtres européens, africains ou autres, et essayer d'en tirer le meilleur. Le problème, c'est qu'on a trop tendance à croire que, avec l'idéologie du progrès, que ce qui est nouveau est meilleur. Voilà. Ah, c'est nouveau, donc c'est mieux. Non, c'est faux. C'est pas parce que c'est nouveau que c'est mieux. Je suis désolé. C'est pas parce qu'une pensée est nouvelle qu'elle vaut mieux que l'ancienne. Ça marche pas comme euh, les renouvellements des innovations technologiques. Voilà, c'est pas parce que Windows 10 c'est mieux que Windows 7. Ok, mais ça marche pas pareil pour les idéologies ou pour les réflexions. C'est pas vrai. Ce qui est nouveau n'est pas forcément mieux, n'est pas forcément véridique ou valide d'un point de vue par exemple scientifique. Voilà. Des fois, on fait de nouvelles découvertes, ça s'avère être voilà des AOX. En gros, on s'est trompé. Au final, on avait raison avant. C'est juste qu'on s'est trop précipité à déclarer telle affirmation ou telle autre. Et voilà. Et ben moi, je pense que c'est pareil. Là, en France et dans tous les pays démocratiques et laïques, on a tenté pendant plus d'un siècle d'expérimenter parce que c'est vraiment innovateur d'un point de vue humain, la laïcité. Il y a des choses à corriger, il y a des choses à améliorer. Peut-être que dans le futur, on trouvera un nouveau concept, on innovera un nouveau concept qui transcendra totalement la laïcité et qui nous fera passer pour des débiles. Parce qu'on a souvent tendance à dire que nos ancêtres étaient cons, étaient stupides, étaient archaïques, étaient bêtes d'avoir pensé comme ça, mais ils ont fait du mieux avec ce qu'ils pouvaient en même temps. Faut pas non plus trop en demander à certaines personnes qui n'avaient pas accès au même savoir que nous. Voilà, je trouve ça injuste pour le coup. Vas-y, si tu veux développer. Ah, moi, Développe. je suis complètement d'accord avec ce que tu dis, hein. Je partage totalement ton opinion, il n'y a pas de problème. Après, c'est vrai que, voilà, après, la laïcité, bon, il y a plus de la laïcité, parce que, tu vois, la laïcité, l'esprit de la laïcité, si on peut dire, de vouloir faire, de vouloir que tous les religions puissent vivre ensemble en paix, etc. C'est un idéal à la base qui est beau, tu vois ce que je veux dire? Pour éviter justement les grandes guerres de religion, les massacres, tu vois, parce que tout ça, ça a aussi, quelque part, ça a aussi traumatisé la conscience des Européens, largement voilà, bah, surtout des Européens, parce que la laïcité vient des pays européens, mais ça a traumatisé la conscience des Européens, et le fait de vouloir justement mettre un système en place qui permettrait à toutes les religions de vivre ensemble, bah, à la base, c'est un idéal qui est très beau, tu vois, c'est bien. Maintenant, le problème, c'est quand tu as affaire justement à des personnes qui veulent utiliser la laïcité pour s'imposer, tu vois, voilà, au détriment des autres, etc. Là, effectivement, ça pose un problème. Et l'idéal de la laïcité en tant que tel, il est bien, tu vois, qu'on puisse vivre justement dans le respect l'un de l'autre, dans une forme de tolérance aussi. Et voilà. En Mais fait, en fait, pour rejoindre un peu ce que tu dis par rapport à la chrétienté qui aurait pu être mise en avant par rapport aux autres religions, ce qu'il aurait fallu faire au final, c'est comme les pays musulmans actuels. Par exemple, on aurait mis dans la Constitution la religion chrétienne fait partie de l'identité de la France, et même si l'État, on va dire, français n'est pas une théocratie chrétienne, n'est pas un royaume chrétien, n'est pas une république chrétienne, reste quand même ancré, ou ses racines restent ancrées dans la chrétienté. Voilà. Donc alors, si y aurait eu ça, je pense que ça t'aurait plus plu peut-être. après, moi, moi, je suis personne, hein, moi, je suis pas dans la revendication, etc. Tu vois, mais ce que je veux dire, c'est que, oui, c'est-à-dire, même il y a la phrase de De Gaulle, tu vois, la France est un pays de racines chrétiennes, de culture ethnique, etc.
Tu vois, il y a ces grandes phrases-là qui existent. On l'entend souvent même de certains politiciens. La France est un pays judéo-chrétien. Bon, je dirais plus chrétien, moi, mais voilà. Et en gros, bah, si on veut, bah voilà, on entend souvent ces paroles-là, et elles ont pas d'autre poids que, en fait, elles ont aucun poids, tu vois. Elles ont aucun poids. Elles ont juste une valeur symbolique parce qu'elles ont été dites par un politicien, mais elles sont pas inscrites dans la Constitution, par exemple, tu vois. Il n'y a pas de, il y a pas de loi qui stipule clairement que la France est un pays judéo-chrétien, chrétien. Il y a pas ce genre de choses-là, tu vois. Et du coup, bah, le problème, c'est que, en fait, en mettant toutes les religions à égalité, on a quand même ignoré quelque part l'histoire de France, tu vois. On l'a mis de côté. On a oublié que c'était quand même le catholicisme qui avait forgé l'histoire de la France, tu vois. Et ça, c'est problématique. C'est très problématique. Et, et voilà. Donc, Non, mais par pour... exemple, ce que je t'ai dit, par exemple, faudrait vraiment que poursuivre un peu ton idée. Allez, ce qu'il faudrait faire, c'est reconnaître le christianisme dans la Constitution. En gros, tu dis Non, que en non, non, fait, là, en fait, attends, hmm, en disant dans la préambule, dans le préambule de hmm, la Constitution de la Cinquième République, hmm, où, tu dis que la France a ses racines dans la chrétienté, par exemple. Tu exact. renforces, tu renforces aussi le droit à la liberté religieuse, peut-être avec le fait de favoriser certaines rituels faits par les chrétiens aussi. Voilà, Euh, exact. Comme Noël, comme tu vois le fait que le calendrier français, bah, il est majoritairement composé de prénoms de saints, tu vois, même l'Île-de-France, Saint-Étienne, Saint-Ci, Saint-Ça, voilà, Saint-Martin de Tours par exemple, etc. Donc, oui, oui. Oui, oui, par exemple, ou par exemple, tu sais, dans les, après là, vraiment, faut que la laïcité soit, il y ait une réforme de la laïcité, là, pour le coup. Parce que, par exemple, ce qui faisait avant l'identité de la France, ça se transmettait à travers les institutions étatiques. Par exemple, dans les mairies, il y aurait, et Regarde, par exemple, avant, à Noël, il y avait des crèches dans les ouais, mairies, mais tu vois. justement, j'allais en parler, tu vois. Le fait qu'on veuille enlever les crèches des mairies, pour moi, c'est pas normal. Tu vois, c'est pas du tout normal. C'est vraiment pas normal. Tu vois ce que je veux dire? Au vu Mhm. de ce que le christianisme a fait pour la France, etc., voilà, il a forgé la culture française, qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas. Qu'on soit athée, musulman ou quoi, on est quand même obligé d'admettre que c'est le christianisme qui a façonné les paysages français de par voilà, les églises, le fait que, voilà, que les rois aient décidé tel et tel endroit de construire telle et telle chose, etc. Donc on ne peut pas ignorer ça. Et le fait justement de vouloir enlever une petite crèche symbolique pour rappeler justement que la France est un pays aux racines chrétiennes, bah moi je trouve ça extrêmement grave. C'est grave. Et après, il faut pas qu'il y a un vide identitaire en Europe, qu'il y a une crise de l'identité en Europe, que les gens ne savent plus vraiment à quelle culture ils appartiennent, etc. Il ne faut pas après s'en plaindre. Tu vois. Je ne peux pas t'attaquer au grand symbole au symbole culturel de ton pays et vouloir que les étrangers qui viennent s'y installer les respectent. C'est contradictoire. Voilà, oui, 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 bien sûr, tu peux pas, c'est pas possible. C'est quoi, je donne un exemple. Par exemple, il y a des gens qui viennent d'arriver. Bon, il y a eu un peu cette polémique-là par rapport à. Il y a des gens qui ont dit, ouais, non, faut pas fêter Noël. Noël, c'est une fête de païens, je sais pas quoi. Il y a plein de gens qui critiquent la fête de Noël, etc. Et après, donc on entend des personnes leur répondre en disant, ouais, mais si t'es pas content, faut partir de France. Ici, c'est là. Ouais, mais l'État français le fait lui-même. Voilà, ils veulent enlever la crèche, ils veulent s'attaquer à certains symboles de la culture européenne, et c'est quand même assez grave, tu vois ce que je veux dire? Comment est-ce qu'on peut exiger ce que nous-mêmes on respecte pas? Exact, oui, c'est un peu contradictoire, ça, je suis d'accord. Mais au final, le problème de tout ça, c'est que c'est un peu, comment dire, le contre-coup de la chrétienté, c'est que les chrétiens de base sont pas très revendicateurs, en tout cas les chrétiens les récents, je connais pas ceux qui ont existé avant, je connais les livres d'histoire. Je sais que les chrétiens historiquement, quand ils ont voulu avoir plus de pouvoir, ils ont tout fait pour le faire. Ou en tout cas quand ils ont voulu protester contre une oppression, ils l'ont fait. Enfin, moi, franchement, je me suis intéressé aux chrétiens sous l'islam andalou. Voilà.
avec tout ce qui, je sais pas si t'as vu les vidéos que j'ai faites. En J'en gros, ai vu quelques-unes, ouais. en gros, il s'est passé un moment où il y a eu une sorte de d'éveil communautaire chrétien qui était dirigé par Eulage. Donc c'était un évêque à l'époque. J'ai oublié c'était vers quel siècle exactement, et qui s'est révolté contre la loi islamique qui obligeait tous les enfants chrétiens, tous les enfants en tout cas issus de mariage mixte, en gros d'un père musulman et d'une femme chrétienne, à être musulmans. Voilà, vous pouvez pas choisir. Ils devaient être musulmans, c'était la loi. Sinon, ce serait considéré comme de l'apostasie. Donc ça entraîne soit la mort, soit la prison. Ça dépend. Et donc du coup, tu as un chrétien, donc cet évêque-là, il a poussé toutes les personnes qui étaient musulmanes sous Terria, parce qu'elles voulaient être chrétiennes, mais ne pouvaient pas, à revendiquer leur foi chrétienne. Et du coup, il y a eu des vagues de martyrs. Pourquoi? Parce que en revendiquant leur foi chrétienne, ben, elles s'exposaient à mort pour blasphème. Ah, si tu dis je crois en Jésus, etc., à Trinité, ben t'es dans la merde en fait. T'es dans un pays musulman, enfin, dans un royaume musulman à l'époque, en Andalousie. Et à la fin, même lui, il a fini par être tué pour blasphème. Donc c'est ça l'histoire, c'est que on n'a rien sans rien. C'est sûr que s'il n'y a pas de manifestation, s'il n'y a pas de revendication, etc., il y aura rien. Voilà. Parce que les islamistes, eux, Mm. sont dans la revendication constante. C'est normal au final, l'État cède et ils finissent par acquérir des micro-avantages ou c'est ce qu'on appelle les concessions. Il y a un nom pour ça. Ils ont trouvé ça, un nom pour ça. C'était quoi? Les concessions nécessaires, les dérogations légitimes. J'ai oublié. Il y a un nom que Macron a sorti, j'ai oublié. Les Mm. gars dans le chat, souvent ça s'appelle quand quand le gouvernement cède les accommodements raisonnables. Voilà, putain, je le cherchais. Les accommodements raisonnables. Non, mais je te jure, c'est ça, c'est les accommodements raisonnables. Et Mm. en gros, suite à des revendications d'associations, de groupes, de quartiers, tu sais, Mm. islamiques, ils finissent par avoir des droits en fait, des permis de construire, etc., etc. Voilà. Justement, c'est au nom de l'égalitarisme. Tu vois, c'est ce que je disais encore une fois. C'est qu'en fait, bon, il y a certains défenseurs de la laïcité qui par, qui par principe d'équité, etc., voudraient que les crèches disparaissent des mairies. Bon, très bien. Ok, d'accord. Disons qu'on on les fait disparaître, etc. Mais dans ce cas-là, il faut pas s'étonner le jour où il y a des personnes issues justement d'une culture étrangère qui voudront, au nom de l'égalité, des lois qui semblent choquer la population française. Il faut pas, il faut, soit on met tout le monde à égalité et on se plaint pas des conséquences de l'égalitarisme, ou alors on dit non, il n'y a pas d'égalité, il y a une culture ou il y a une tradition qui, qui est supérieure à des traditions étrangères, et dans ce cas-là, justement, on protège la tradition en question, la tradition européenne en question. Tu vois ce que je veux dire? Oui, bien sûr, je suis C'est d'accord. ça. Ouais. C'est parce que les gens, en fait, il faut, parce qu'il y a certains, ouais, certains laïcs qui vont dire oui, mais non, les crèches n'ont rien à faire dans les églises, etc., les- dans les mairies, etc. D'un côté, ça peut se comprendre si on est vraiment égalitariste, etc., et qu'on met toutes les religions sur un même plan d'égalité. Je vois pas pourquoi est-ce qu'une crèche elle serait présente dans une mairie et pas un couvent, par exemple, tu vois. Si vraiment on est égalitariste jusqu'au bout du nez, bah oui, voilà, on va on va vouloir que les crèches disparaissent, on va peut-être vouloir aussi, je sais pas, que certains symboles de la culture européenne disparaissent au nom de l'égalité, mais moi je pense que c'est quand même dangereux. C'est très dangereux. Parce que à terme, ça va mener à une disparition de certaines, ça va mener à une disparition de la visibilité de symboles culturels européens. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Oui, oui, bien sûr, bien C'est sûr. c'est ça qui est dangereux. Voilà. Et le jour où ces symboles disparaîtront, bah faudra venir pleurer en fait. Faudra venir pleurer, faudra venir dire oui, mais on a des voilà, on n'a plus d'identité, on sait plus qui on est, voilà, et se mettre à lutter avec acharnement contre certaines revendications religieuses ou culturelles de groupes voilà étrangers. Tu vois ce que je veux dire? Oui, oui, évidemment. Après,
La culture, elle se base sur des mythes, des histoires communes, des rites communs. Donc, c'est-à-dire que la laïcité, en neutralisant la chrétienté, n'a pas réussi à donner une alternative. Et tu sais, en addictologie, c'est quoi le conseil numéro un qu'on donne aux personnes aux toxicomanes, voilà, aux personnes qui sont addictes, qui ont un comportement de dépendance face à une substance psychoactive. Ce qu'on lui dit, c'est que tu ne peux pas juste comme ça arrêter de fumer du jour au lendemain ou arrêter de te droguer du jour au lendemain. Tout comme ça, d'un coup, et tu te dis c'est bon, je rentre en sevrage. Non, ça se passe pas comme ça. Il faut ce qu'on appelle des substituts. Voilà. Donc tu peux pas juste remplacer, excuse-moi, tu peux pas juste abandonner quelque chose et laisser la personne complètement démunie. C'est pas possible. Voilà. Bon, il y en a apparemment. Tu as toujours les légendes locales qui disent oui, moi, j'ai décidé d'arrêter de boire d'un seul coup et ça s'est très bien passé et j'ai pu retoucher à de l'alcool. Oui, peut-être. Peut-être toi, t'as réussi, mais mais on te connaissait pas à l'époque où tu étais alcoolique. On ne sait pas exactement ton niveau de dépendance à l'alcool, où est-ce qu'il se plaçait. Mais pour beaucoup de personnes addictes aux drogues, etc. Il leur faut ce qu'on appelle une phase transitoire dans laquelle on introduit des substituts. Donc, à la rigueur, si on voulait se débarrasser de la chrétienté, il aurait vraiment fallu réinventer une sorte de pseudo-religion, si on veut dire, avec des pseudo-rituels, des pseudo-activités culturelles, pour remplacer les activités culturelles, pour permettre la transition. Mais ça s'est pas fait. Donc, le vide a permis aux autres idéologies de rentrer à l'intérieur du cœur et de l'esprit des Français. Et forcément, c'est vrai qu'on s'est influencé par tout et n'importe quoi en France. Ça, c'est une discussion que j'avais avec Ruben, et on était en train de se dire, au final, qu'est-ce qui reste de la culture française quand on fait face à la propagande culturelle américaine? Hollywood, les comics, les séries, etc., la musique, le rap, la propagande aussi orientale avec les séries coréennes, japonaises. Donc, Mm. on se prend l'Orient et l'Occident des deux côtés, parce que moi, voilà, il y a l'Occident américain et l'Occident européen qui sont pas pareils. Et donc, qu'est-ce qui reste au final de la France? Mm. Plus grand-chose. Justement, en Oui. fait, tu vois souvent. Ah, désolé. Vas-y. Non, j'ai fini, vas-y. Non, non, il y a Schopenhauer, je crois. Ah oui, oui, vas-y, je t'avais pas vu. Non, je voulais juste, excuse-moi, ça y est, j'ai fini mon rendez-vous, je suis de retour. Ma question est, et la France, elle influence qui, à votre avis? C'est une vraie question, hein. Je sais pas. Je sais qui influence la France, mais pas qui est influencé par la France. Ça, je sais pas. Ah, il y a quand même certains pays qui sont influencés par la France. Vas-y, Euh, dis-moi. Par C'est exemple, possible. la France. Tu vois, Ouais. par exemple, si on parle de l'influence culturelle, par exemple, tous les pays francophones, de par le justement francophone, bah, ils sont indirectement par la culture française. Tu vois, parce que forcément, si c'est des pays dans lesquels la francophonie se développe, bah, ils vont avoir accès à une littérature française, ils vont avoir accès à certaines connaissances ou à certaines, voilà, à certains faits qui seront en langue française, etc. Donc ça, oui, donc la France, elle continue à influencer, mais elle influence plus comme jadis, tu vois. Elle En, influence en, beaucoup. en fait, oui, oui, bien sûr. Mais en fait, par exemple, je te prends l'exemple de l'Algérie, de la Tunisie et du Maroc. L'Algérie est clairement en train d'aller vers une voie anti-francophonie. Voilà. Je sais pas si vous le savez. Voilà, on est en train de retirer de plus en plus de modules d'apprentissage de la langue française dans les écoles et même dans les universités. On est en train d'aller vers l'anglais apparemment. Mais ça, c'est une décision forcée par l'État. Le Maroc, ça se fait naturellement. Genre, la jeunesse marocaine est très axée vers l'Occident anglo-saxon, donc parle d'eux-mêmes en anglais de plus en plus et s'éloigne de plus en plus de la francophonie. Les Tunisiens ont toujours été orientés vers l'Orient.
Donc les Tunisiens sont arabes déjà. Quand tu parles à un Tunisien, il va vraiment te dire je suis maghrébin dans le sens nord-africain. C'est souvent je me prends la tête avec les Tunisiens parce qu'ils acceptent pas leur amazighi ou berbérité. Mais ça c'est un autre sujet. Et du coup, ce qui va se passer, c'est que eux, pour eux, la francophonie, bon, la France, excuse-moi, le français c'est une langue comme une autre en fait. Voilà, ils n'y donnent pas forcément d'importance. Et donc du coup, forcément, la culture véhiculée par la langue, elle passe au second plan. Voilà, ils vont plus être axés vers les pays arabes. Donc rien qu'au Maghreb, déjà qui étaient les principaux pays francophones il y a un siècle, sont en train de complètement se détacher. Voilà. Et alors, si je peux parler de ça, justement, on voit qu'il y a une corrélation entre la perte de l'influence de la France, de la francophonie, mais pas que, hein, j'ai l'impression de l'Occident dans son ensemble, mais c'est parce qu'il y a une problématique également économique liée à ça. J'ai l'impression que si l'Asie est aussi influente que ça, et j'ai l'impression, c'est parce que l'Asie, on voit que ça grandit et ça prend le pouvoir économique. C'est en train de dépasser, ça a même déjà dépassé l'Occident. Et on voit aussi autre chose, on voit aussi une réelle prise de conscience de sa propre culture. Je pense à l'Afrique, je pense au Nigeria, je pense à des pays comme ça, qui trouvent en eux-mêmes les ressources pour mettre en avant leurs propres artistes et autres. Et c'est peut-être aussi la fin de ce qu'on appellerait une sorte de colonialisme culturel, malgré tout, peut-être. Oui, je vois ce que tu veux dire, je comprends. Mais après, pour moi, ça peut être une erreur. Il y avait Kent Biasine qui avait dit, qui est un auteur algérien, qui avait dit qu'il fallait pas considérer que le français était une langue du colon, mais qu'il fallait plutôt l'accepter comme butin de guerre. Voilà. Ok, on a viré la France en tant que pouvoir colonial de notre pays, mais c'est pas pour autant qu'on doit avoir une haine du français en tant que langue. Ça reste comme une langue qui véhicule un art, de la philosophie, voilà, qui véhicule beaucoup de choses bonnes à travers tout ce qui a pu être produit en littérature et en découverte scientifique au cours des derniers siècles. Voilà. À ce Donc, sujet, oui. à ce sujet, lorsque l'on écoute les organismes et autres associations ou autres qui prônent la francophonie et ou alors la littérature, on dit que maintenant les grandes œuvres littéraires se font plus en Afrique qu'en France. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça. En Afrique noire et maghrébine peut-être aussi, parce que on a des grands auteurs également. Mais apparemment, le français se développe, même si l'Algérie, comme tu le dis, veut bloquer ou veut interdire, enfin veut plus mettre en avant l'anglais. Mais malgré tout, les auteurs d'ouvrages, plutôt de romans, sont plus nombreux maintenant en Afrique qu'en France, apparemment. C'est là qu'il y a du renouveau intellectuel et créatif. Je m'intéressais à ça, j'étais pas au courant, mais c'est possible. En tout cas, par contre, je sais pas si parce que moi c'est le comparatif qui me surprend. Par contre, j'ai vu de mes propres yeux que oui, notamment en Algérie, les librairies s'en débordent d'essais, de romans, de recherches scientifiques, qui ont été rendus accessibles au grand public, donc imprimés, publiés, édités. Et du coup, ça m'a surpris. Parce que oui, il y a 10 ans, les librairies ne vendaient que de l'importation, voilà, que des livres issus soit du public anglophone, soit francophone. Donc là, c'est vrai qu'il y a un renouveau en termes de production littéraire à tous les niveaux, romans, poèmes, etc. Tu as raison sur ça. Ça, je l'ai vu, mes propres yeux.
Ça m'a étonné et ravi d'ailleurs pour le coup. Mais voilà, donc par rapport à l'influence, ce que tu m'as dit par rapport à l'influence coloniale, moi je veux bien accepter que voilà, les pays du Maghreb notamment doivent passer à autre chose, mais si on se débarrasse de l'influence des Européens, pourquoi on se débarrasse pas aussi de l'influence des Orientaux? Voilà. Mhm. Le problème, c'est que sous prétexte de se débarrasser d'un colon, on en garde un autre. Et ça, c'est l'erreur qu'a fait l'Algérie avec le panarabisme. C'est qu'il Ça, a promu une culture étrangère pour en virer une autre ou en remplacer une autre. Voilà. C'est franchement, c'est con. Oui. franchement, quand on parle de culture, normalement, on ne devrait pas être contre, pour, gna gna gna. On doit pas être dans des oppositions. Enfin, maintenant, je vais encore me présenter en universaliste. La culture, c'est quelque chose qui est universel. On doit tout prendre en fait. On doit accepter de recevoir des contenus américains, asiatiques, africains, arabes, maghrébins, berbères. Tout est bon à prendre en culture. On doit pas dire, on ne devrait pas dire non, je ne veux plus de l'influence de la France. En fait, et en plus, vous, votre génération et la génération encore plus jeune, vous êtes sur Internet à fond. C'est-à-dire que vous avez en plus de ça l'habitude d'aller chercher le contenu comme vous l'aimez, comme vous le voulez, que ça vienne du Japon ou d'ailleurs. Euh, Là, ce que veut faire l'Algérie, enfin le gouvernement algérien, en arrêtant de proposer le français en tant que langue pendant les études ou dans les documents administratifs, je pense, que c'est une lutte, une lutte vaine parce que euh, euh, les contenus sur YouTube, à l'époque c'était les paraboles, je sais pas si ça existe encore, restent tournés malgré tout vers la France comme vers l'Orient, hein, l'Orient, le Moyen-Orient. Mais les peuples, eux, le gouvernement peut faire ce qu'il veut. Les peuples, ils vont continuer à parler français, à utiliser la langue, hein, et à être tournés vers la France, de toute façon, quoi qu'il arrive, hein. Mm. Ah, moi, je suis quand même. Enfin, t'as dit à un moment, t'as dit oui, il faut prendre à peu près faut prendre de tout ce qu'il y a dans les autres cultures, etc. Oui, mais il faut préciser, il faut prendre que ce qu'il y a de bon, d'utile. L'influence, l'influence des différentes cultures, elle dépend aussi de leur contenu. Moi, je vais pas aller accepter l'influence d'un principe dans une culture qui me porte préjudice ou qui, tu vois, à terme pourrait justement faire du mal ou quelque chose comme ça, tu vois ce que je veux dire? C'est vrai que l'influence, dans l'influence des différentes cultures, on prend toujours ce qui nous est utile et on rejette toujours ce qui nous est pas utile ou ce qui n'est pas bien, etc. Tu vois? Donc pour moi, il doit y avoir d'abord une question. Moi, je suis pas prêt à accepter l'influence de n'importe quelle culture au nom de l'enrichissement. On s'enrichit pas avec n'importe quoi, tu vois. S'enrichir déjà, c'est supposer que la chose en question, elle a une valeur en elle-même et que justement parce tu vois ce que tu vois à peu près ma pensée ou Oui, bien sûr. Après, là, je parlais de culture dans le sens culture création, créative, de contenu et autres, ou de réflexion. Maintenant, oui, oui, bien évidemment, on va pas s'enrichir d'une culture qui va ou d'un phénomène qui te dit voilà, moi dans ma culture il y a de l'excision, ou moi dans ma culture les nouveau-nés on leur écrase la tête pour qu'ils aient une forme ovale. Ça existe, hein, ça existe en Asie, en Chine. On écrase la tête de certains nouveau-nés pour qu'ils aient des pieds, des femmes pour qu'elles aient des petits pieds, on les bande, on leur met des bandages d'enfants. On va pas prendre ça, évidemment. Euh, non, Là, je je parlais parlais même sur précisément. je parlais même de la non, moi je parlais principalement de la littérature parce qu'il s'agissait de parler de la langue, etc. De je parle pas des coutumes des pays, etc. Moi je te parle vraiment en termes de littérature, tu vois, en termes de philosophie, etc. Tout n'est pas après, tout est peut-être tout à connaître pour voilà, s'il y a problème, voilà, écrire des réfutations ou voilà, c'est aussi bien aussi de connaître les différentes positions, etc. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, on s'enrichit pas avec n'importe quoi, tu vois. Même en termes de littérature, je donne un simple exemple, hein, mais tu vois, aujourd'hui, par exemple, un simple exemple. Aujourd'hui, en Europe,
le niveau intellectuel, il s'est effondré. Pourquoi? Parce que la plupart des jeunes, bah voilà, à cause peut-être de la culture du manga, de la BD, etc., les gens ne lisent plus de livres consistants. Ils en lisent plus. Ça les intéresse plus. Pourtant, Ils sont tellement... les jeunes japonais, excuse-moi, ils lisent que ça des mangas. Ouais, Pourtant, leur ouais, niveau, il non, a non, pas baissé. oui, oui, il n'y a pas de souci. Voilà, ça fait partie de trucs. Mais tu vois, par exemple, aujourd'hui, la culture en ce qui concerne la littérature, la culture de la BD, du manga, est en train de dominer. Tu vas, par exemple, à des citres, les plus grands rayons, c'est des rayons de BD. Et tu vas dans les rayons philosophie, bah, le rayon, il est en train de rétrécir au fur et à mesure, en fait. Les gens ne veulent plus, ne lisent plus ce genre de choses, donc bah, ça se vend plus, et du coup, bah, les libraires, ils en commandent plus, ils font plus de commandes de ces livres-là. Et du coup, je pense qu'à terme, c'est quand même Si, dangereux si, parce que, mais ouais, en fait, après, pour moi, il y a une révolution qui est culturelle avec Internet, en fait. C'est-à-dire qu'Internet a tout révolutionné, ne serait-ce que d'un point de vue de la mémoire. On retient beaucoup moins les informations qu'avant. Pourquoi? Parce qu'on se dit, j'ai pas besoin de retenir ça, j'ai Internet. Et même moi, ouais, j'en c'est suis vrai. victime. Même moi, j'en suis victime. Je me dis, j'ai pas besoin de retenir telle date, tel événement, tel nom d'auteur. De toute façon, j'ai qu'à taper sur Internet, j'ai tout ce que je veux. Et en plus, maintenant, avec ChatGPT, on est encore plus dans la merde. Je suis en train de lire des articles de profs d'université, de profs de collège et de lycée qui sont complètement à la ramasse. Ils n'arrivent pas voilà, ils n'arrivent pas comment dire, à réagir face à ce phénomène ChatGPT. Pourquoi? Parce que les devoirs, les thèses, il y a des thèses carrément qui sont rendues avec ChatGPT. Oh là Après, là. je ne parle pas de thèses en biologie, en mathématiques, ou en chimie, par exemple. Bien que ça aide lors de la rédaction, la mise en page et tout. Mais par exemple, des thèses en socio, en philo, ça va bloquer sur cette GPT, quoi. Donc, donc c'est très grave. Parce Alors, qu'avec l'IA actuelle est en train d'être même une menace pour juste rapidement avec une phrase, la créativité. Parce qu'avec l'IA, on génère des œuvres d'art. Je sais pas si vous le savez. Donc du coup, il y a beaucoup de graphistes, d'artistes qui sont en train de dire on va être mis au chômage par des outils d'IA générative. Vas-y, je t'en prie, anthroposophie. tout à fait. C'est pour ça que c'est cette idée que c'est le fait que les jeunes soient dans le manga ou autre, c'est ça qui provoque le niveau de baisse intellectuelle en France. Enfin, le niveau des études. Euh, personne, par rapport à ma génération, tout ça, moi, ce que je pense qui est l'origine du problème, et je le voyais déjà quand j'étais jeune, lorsque je regardais mes devoirs à moi, petit Algérien, petit Français d'origine algérienne qui allait en vacances au bled, lorsque je ramenais mes devoirs au bled et que je ramenais ma calculatrice, je voyais que mes cousins, eux, les calculs, ils les faisaient à la main, alors que moi, je prenais la calculatrice. Hein. Je pense que c'est le système scolaire français et européen qui est beaucoup plus cool que les autres systèmes. Et je pense que c'est ça l'origine. On nous force moins à faire des choses de tête. On nous force. Et puis, bon, comme tu dis, Internet qui nous aide pas. Moi, je pense que c'est surtout ça. Hein. Je pense que c'est pas le fait de moins lire de livres. À mon époque déjà, quand j'étais au collège, c'est-à-dire il y a plus de 30 ans hein, maintenant, 30 ans en arrière, quand j'étais au collège, mes camarades, ils lisaient pas de bouquins. Hein. Pourtant, il y en a, ils sont devenus dentistes, chirurgiens, ce que tu veux. Je suis peut-être celui qui a le moins réussi. Pourtant, j'étais celui qui lisait le plus de romans de littérature. Je lisais tout, 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 tout. Je suis passionné, j'étais passionné de ça quand j'étais gamin. Et c'est pas ça qui a fait que j'ai réussi le mieux ou autre. Et mes camarades, ils lisaient pas beaucoup déjà à l'époque. Hein. Voilà, aujourd'hui, ce que je peux dire, c'est que lorsqu'on comparait nos cours à nous et nos devoirs à nous au pays, enfin en Algérie, je vais dire, en Algérie, les cours étaient plus difficiles et les jeunes, ils passent le bac sans calculatrice à la base là-bas. Hein, alors que nous, on avait la calculatrice. Ils hallucinaient hein, quand je leur disais tout ça. Ils étaient, mais c'est pas possible et tout. Alors que oui, en, je pense que la manière d'étudier dans les pays émergents et ce qui a permis leur montée en niveau, en fait. Oui, bien sûr, il n'y a plus de culture de l'effort. Il n'y a plus de culture de l'effort. C'est vrai, malheureusement, je pense que la technologie, elle nous a asservis d'une certaine façon. Elle nous a asservis,
Et voilà, tout à l'heure, Régulus parlait même une lecture qui est faite sur un ordinateur, c'est pas la même que sur du papier. Parce que apparemment, il y a eu des études qui ont été faites, c'est une lecture en balayage, etc. Et elle empêche toute mémorisation. Donc en vrai, c'est vrai que malheureusement, la technologie, elle a été quand même voilà, d'une aide incroyable, mais elle nous a aussi desservi d'une certaine façon. Et elle a été en partie une cause de notre malheur, quelque part. Parce que le niveau intellectuel, il a chuté. euh, le système éducatif en France, bah, il n'a pas aidé à corriger en fait ce que la technologie elle a détérioré. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Donc c'est compliqué quand même. C'est très compliqué. Et c'est pour ça d'ailleurs, on le voyait même, bon, c'est pas forcément très lié, mais par exemple, les grands patrons, par exemple, je sais pas, Bill Gates, etc., apparemment, il interdisait à ses enfants d'utiliser bah, des téléphones, des ordinateurs, etc. En fait, les élites, elles continuent à éduquer leurs enfants d'une manière complètement traditionnelle pour justement faire les élites de demain et leur permettre justement de continuer à occuper des postes importants, etc. Alors que, enfin, je ne sais pas s'il n'y a pas une volonté gouvernementale d'abrutir les populations, d'instaurer une idiocratie pour justement maintenir en, en- en place, etc. Je sais pas, bon, je suis Tu un peu à la sais, frontière du complotisme, mais là, je suis en train de lire dans le chat en même temps. Ça parle de culture de l'effort. Et je rajouterais culture de la patience. On patiente plus, les gars. Pour tout. C'est-à-dire que, je vais prendre un exemple un peu trivial. La notion de fast-food. Moi, qui n'a pas mangé de fast-food et qui n'en consomme pas? Bon, à part ceux qui font très attention à leur diète et à leur régime. Mais le fast-food, c'est ce qui est le plus consommé en Occident, même maintenant dans les autres pays orientaux et africains. Mais en soi, aller dans un restaurant, c'est une culture aussi. Voilà, s'attabler, prendre son temps, même s'il faut attendre que le plat se prépare pendant 1 heure de temps, c'est pas grave. Donc c'est aussi culturel. Euh, Même chose pour les papiers administratifs. C'est vrai que maintenant, le fait de tout numériser, etc., ça va plus vite. Mais il y avait une certaine valeur au fait d'attendre les choses, d'attendre une lettre, d'attendre quelque chose. Là, tout se fait par mail, tout se fait vite, tout se fait par SMS. Il y a de bons côtés, mais aussi de mauvais côtés, parce qu'il y a une exigence plus accrue. Vu que tu peux faire plus vite, on va attendre de toi que tu sois plus rapide. Oui, mais certes, le mail, lui, est rapide à envoyer, mais la réflexion, elle va pas être rapide. J'ai besoin de prendre mon temps. Bon, pour élaborer quelque chose derrière, je vais pas t'envoyer ça rapidement, juste pour te contenter. Donc, il y a cette notion de tout doit être rapide. Même le comportement, il faut réagir rapidement aux choses. C'est comme pour l'attentat avant-hier. Moi, je voulais pas réagir dessus parce que je voulais prendre mon temps, le recul, etc., d'analyser les tenants et les aboutissants de ce qui s'était passé. Mais la plupart des gens n'ont pas du tout cette notion de patience et se sont rués sur cette affaire. Même Madidou Kacha, vous imaginez Madidou Kacha, le mec qui prend 10 000 ans avant de sortir une vidéo. Et là, il te sort directement une vidéo pour réagir à l'attentat. Ça m'a choqué. Je me suis dit, ah putain, même lui, il est rentré dans ce jeu-là. Sérieux. C'était étonnant. Je me dis, ah, franchement, là, je suis déçu. Non, parce oui, que parce que vraiment... Vas-y, vas-y. non, je disais parce qu'en fait, il mimait le comportement des médias. En fait, tu vois, c'est tout ça, c'est lié. C'est-à-dire aujourd'hui, quand l'information elle sort, il faut une réponse qui est immédiate. Il faut commenter l'information. Ah, lui, Majidou Kacha, bon, moi, je regarde pas trop ses vidéos, mais peut-être qu'il a voulu tout simplement mimer en fait le comportement des médias, tout simplement, tu vois. Et après, forcément, bah, t'es amené à dire des conneries parce que bon, voilà. Après, il y a toujours moyen de rectifier le tir après coup, de sortir une deuxième vidéo en disant que dans le tu t'es trompé, etc. Tu vois, mais c'est vrai que oui, il y a plus, en fait, les gens prennent plus le temps de ruminer leurs idées, de ruminer leurs pensées et justement d'en faire une pensée de qualité. Mm. Je sais qu'en disant ça dans les commentaires, ça allait réagir.
Non, mais qu'il est Majid Oukasha, moi, je l'aime bien. Attends, tu fais du bruit, Anthropos. Pardon. Coupe le micro, s'il te plaît. En fait, le Majid Oukasha, oui, moi, je le soutiens. Moi, je l'aime bien. Je vais pas dire non plus que je m'extasie devant chacune de ses vidéos. Ça serait trop fort de café, mais effectivement, je salue son travail et je soutiens par rapport à toutes les menaces qu'il peut subir, à toutes les pressions qu'il peut avoir derrière lui. Et par contre, ça n'enlève en rien que, pour moi, il s'est trop précipité. C'est comme Bébert, moi je le dis, on est dans la même team, mais pour moi, le live qu'il a fait sur l'attentat n'avait pas lieu d'être. Je sais pas, moi ouais, je sais pas, je trouve ça un peu trop pressé, ouais, trop précipité. Moi, j'aime pas cette manière de toujours être dans la pure actualité. C'est bien de réagir à l'actualité, mais avec un certain recul, pas à l'instantané, pas dans l'immédiateté. Je déteste ça. Personnellement, j'ai compris que plus tu te précipitais à faire une action et plus tu prenais le risque de tomber dans l'erreur et dans l'amalgame, etc. C'est pas que je sais pas, moi je suis pas d'accord avec cette manière de voir les choses. Oui, mais non, après, je parle pas de Majid Oukasha, mais en fait, le problème, c'est que si tu traites d'un sujet que les gens ont oublié, bah, en fait, tu perds ce qu'on appelle le buzz. C'est-à-dire que les gens vont plus s'intéresser au sujet en question, et du coup, bah, tu perds un auditoire, et du coup, c'est pour ça que les gens aiment réagir aussi. Parce que quand tu réagis à chaud, bah, les gens, ils sont, voilà, ils sont intéressés par ces faits-là, donc tu vas attirer un auditoire vers toi, etc. Pourquoi pas peut-être gagner des abonnés, je sais pas. Et du coup, c'est aussi pour ça que les gens réagissent à chaud. Maintenant, si demain tu traites des faits, je sais pas, 2 mois plus tard, la plupart des gens, ils seront autre chose. Ils auront tout la page. Et quand toi, tu vas traiter de ce sujet-là, bah, le nombre, bah, il va pas être au rendez-vous. Et c'est pour ça que les gens, bah, malheureusement, peut-être aussi pour, je parle pas de Majid Oukasha, hein, mais les gens aussi, c'est du buzz. Société du buzz, faut gagner de l'oseille. Donc voilà, faut susciter de l'intérêt. Et le meilleur moyen de susciter de l'intérêt, c'est de traiter des choses dans leur immédiateté. Je suis d'accord avec l'immédiateté ne fait pas nécessairement la qualité, mais parfois, tu peux trouver certaines personnes qui peuvent traiter de certains sujets dans l'immédiat et y voir quand même clair. Tu vois ce que je veux dire? Ils peuvent avoir raison, certaines façons, ou avoir vu des choses peut-être que les autres n'ont pas vues. Donc l'immédiateté, elle n'est pas forcément mauvaise. Elle n'est pas mauvaise. Maintenant, c'est sûr que voilà, il y a un risque d'erreur qui est plus important. Tu vois? Oui, après moi je parle jamais sur ces questions-là, bien sûr, en absolu. C'est-à-dire que dans l'absolu, réagir dans l'immédiateté, ça peut être même salvateur. Parce que par exemple, face à un danger, si tu ne réagis pas immédiatement, ben tu risques d'être dans la merde, clairement. Donc il y a aussi l'humain qui est adapté aussi à savoir réagir vite et efficacement face à un danger imminent, et immédiat. Donc oui, la culture de l'immédiateté, c'est ce que je dénonce, pas le comportement de savoir s'en sortir rapidement face à une situation problématique et savoir bien analyser le cadre dans lequel on se trouve. Il y en a qui le font, comme tu as dit, de manière très très bonne parce qu'ils sont professionnels du sujet. Par exemple, si imaginons que demain matin, une crise économique, chute des subprimes, etc., on est dans la merde. Blackout, bon. Il y a des analystes économiques qui, eux, sont experts du sujet, ont l'habitude, ont étudié l'histoire des évolutions économiques, des tendances, etc., et qui peuvent nous répondre sur ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire, etc. Et sur plein de sujets, il y a toujours des experts pour nous dire, comme pour le Covid, c'est un mauvais sujet. C'est trop polémique, je vais pas aller sur ce terrain. Mais, mais voilà, en général, quand il y a une crise, quel que soit l'ordre de la crise ou la thématique qui est reliée, il y a des gens qui savent, bien sûr, donner un avis assez éclairé, basé sur des preuves, basé sur des sources. Mais par contre, quand c'est du pur fait divers, vous comprenez, là on est sur du pur fait divers, parce que ça reste un fait divers, qu'on le veut ou non, après qui est rattaché peut-être à des choses qui sont beaucoup plus grands.
comme les groupes terroristes, les groupuscules, des idéologies djihadistes et tout, on peut pas se permettre de réagir dans l'immédiateté. Voilà. Et le problème, c'est qu'on est toujours victime de la culture dans laquelle on s'ancre. Et nous, on est victime de la culture de l'immédiateté parce que c'est elle qui fait tendance à notre époque. Voilà, c'est tout. Mais bon, moi, Et personnellement, plein de fois, on oui, s'est rendu compte que des gens qui réagissent trop vite se trompent allègrement parce qu'ils ne tiennent. oui, oui. Même les enquêteurs n'ont pas les tenants et les aboutissants de l'affaire. Même les enquêteurs, ils se prononcent pas parce qu'ils savent pas. Et t'as des commentateurs qui viennent commenter. Oui, 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 c'est ça le problème. Mais c'est pour ça que moi, personnellement, j'aime bien avoir un petit recul sur. Après, je vais pas réagir 3 ans après, bien sûr, quand même. Mais pas le jour ou le lendemain. Je sais pas. Il y a une juste mesure à garder. Mais pour revenir sur le cadre français, le cadre culturel, moi, je considère que il y a une fracture dans la société d'un point de vue, et je sais que les gens n'aiment pas parler de ça en général. Mais moi, j'aime en parler. En tout cas, je me suis retenu d'en parler pendant un certain moment. Depuis que j'ai commencé la chaîne, j'ai pas trop abordé ce concept. Mais moi, j'aime parler en général de morale. Voilà. Moi, d'ailleurs, j'ai apostasé de l'islam pour des raisons rationnelles, mais aussi pour des raisons morales. Parce que moi, l'une des raisons qui m'a poussé à apostasier de l'islam, qui m'a remis en question, en tout cas sur mon appartenance à, à la communauté islamique, c'était est-ce que Daesh, par exemple, pour ne citer que, parce qu'il n'y a pas que qui ont commis des actes terroristes au nom de l'islam ou à cause de leurs croyances, est-ce que j'étais leur frère ou pas? Tu sais, vous savez, en islam, ton frère, il peut faire des péchés, des grands péchés, ça reste quand même ton frère. Tant qu'il n'est pas sorti de la foi, enfin de la religion, ça reste ton frère. Moi, je n'arrivais pas à accepter cette chose, en fait. Le fait de considérer comme frère quelqu'un qui a fait des choses aussi atroces. Parce que moi, personnellement, et je le dis, je l'assume, si mon propre frère, qui est né du même ventre que moi, commettait quelque chose d'aussi atroce, des viols, tortures, etc., je le considérais plus comme mon frère. Je parle moralement parlant, bien sûr qu'administrativement et génétiquement ça le serait, et évidemment, je suis pas bête. Mais moralement parlant, je ne le considérais plus comme mon frère, parce que moi, je base la fraternité non pas juste sur de la génétique ou sur de la culture en commun, mais je la base aussi sur des valeurs, en vérité, des valeurs morales. Enfin, je parle pour moi, voilà. Et du coup, il y a des gens qui me comprennent pas quand je dis ça et qui ne sont pas d'accord, libre à eux de le penser. Mais moi, c'est une conviction profonde que j'ai d'ailleurs, et j'en m'en démordrerai pas. D'ailleurs, c'est l'une des raisons qui m'a poussé à apostaser, c'était que je considérais que les Daeshiens n'étaient pas musulmans. Mais une fois que j'ai compris que ce qu'ils ont fait faisait partie de l'islam, j'ai compris que c'était moi qui étais pas musulman en vérité. Voilà. Et quand je posais la question à des érudits, des savants, des imams, à d'autres musulmans du même niveau que moi à l'époque, on me disait, c'est vrai qu'ils ont fait de la merde, mais on peut pas les exclure de l'islam. Ça reste quand même des musulmans. Et moi, ça me sidérait qu'on me dise ça. Je me dis, c'est pas possible. Comment est-ce que des personnes qui ont commis des choses aussi lâches, aussi dégueulasses, puissent être considérés comme moi, au même titre que moi, musulmans. Et pourquoi? Parce que pour beaucoup de sunnites, le comportement et la foi ne sont pas corrélés. C'est-à-dire que tu peux croire en Dieu, même si tu as un mauvais comportement, ça va pas remettre en question ta foi. Voilà. Alors que pour moi, si le comportement faisait partie de la foi. Donc, comme je partais sur la mauvaise définition, forcément, j'avais pas les mêmes conceptions. Voilà. Et, et une fois que j'ai compris que c'était une question de définition de la foi, parce que dans les lives et tout, je tiens toujours à rappeler que Ruyen et moi, mon autre collègue apostat, quand on parle de sujets qui peuvent paraître un peu abstraits, oui, pourquoi il parle toujours de la définition de la foi? Pourquoi il parle toujours du Coran créé, incréé? Pourquoi il parle toujours de trucs on s'en bat les couilles? Nous, on parle de Aïcha, nous, on parle de... Non, je sais pourquoi je parle de ça. Je sais très bien pourquoi je parle de ça. Je sais que peut-être que de gens qui m'écoutent ne comprennent pas pourquoi je le fais, mais il y a des raisons concrètes de pourquoi j'en viens à aborder ce sujet qui, pour moi, vaut bien plus que Aïcha et autres. Voilà. Donc la notion de foi est fondamentale parce que beaucoup de musulmans corrèlent, comme moi je le faisais avant, la foi et le comportement. Alors qu'en fait non.
C'est ça le problème. Et en vérité, la définition communément acceptée est que le bon comportement d'un musulman augmente sa foi, le mauvais comportement la diminue, mais ne la lui enlève pas. Et là, ouh là là, il y a du bruit là. Anthropos, il y a du bruit. Ah, merci. Donc, donc voilà, donc ne lui fait baisser sa foi, mais ne lui enlève pas. Et alors que moi, je pensais que le mauvais comportement pouvait en remettre en question carrément le statut de la foi. Et c'est sur ce point-là que beaucoup de gens que je connais ont apostasié, comme moi. Voilà. Et beaucoup de musulmans, eux, sont dans une posture où, oui, mais quoi qu'il fasse, ils restent quand même musulmans. Eux, ils vont défendre cette définition-là, où même s'il a fait des choses innommables et atroces, on lui pardonne. Dieu lui pardonne. Ah, Voilà. euh, Oui, vas-y. Berbère, c'est surtout qu'ils Vas-y, ont pas la même définition de l'atrocité. C'est-à-dire que eux, pour eux, ce qui va être atroce, c'est le shirk, c'est l'associationnisme, c'est ça, c'est c'est, ça. tu vois, c'est-à-dire que buter quelqu'un, c'est pas quelque chose de, bon, une amie, enfin, je pense, bah, après, c'est ça, l'innocent en fonction de, tu vois, qu'est-ce qu'un innocent selon les musulmans, c'est déjà une grande question, tu vois. Pour eux, déjà, il n'y a pas la même définition de l'innocent. Pour eux, un kafir, il est coupable des crimes, tu vois. Dans tous les cas, il n'est jamais innocent. Et comme tu l'as dit, oui, donc Daesh, donc, en 2013, moi, parce que même moi, j'avais vécu cette période, j'étais un musulman à cette époque-là. Et c'est vrai que les mosquées, ça commençait, bah, justement, les images, elles commençaient à arriver. Tu vois, le Baghdadi passait sur BFM, donc tu vois ce que je veux dire. Les gens commençaient à se poser des questions. Et, euh, et en fait, t'entendais, donc t'avais les salafis qui disaient globalement, ouais, c'est l'enfer. Khawarij, ils disent, ouais, c'était Khawarij. En fait, donc après, j'ai commencé à me poser, je dis, attends, Mohamed bin Abdel Wahhab, en fait, eux, ils leur reprochent certains trucs. Ils disent, oui, ils se rebellent contre les gouverneurs. Euh, ils leur reprochent certaines choses qui selon eux, fait d'eux des Khawarij.